Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 avril 2020. C'est le Texan, notre cher ami et frère, Alex Kreiner. Bon retour parmi nous, Alex. Ravi d'être à nouveau avec toi, Nima. Chaleureuse salutations à tout le monde. Alex, je sais que tu suis ce qui se passe avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais connaître ton point de vue. Que penses-tu de ce qui s'est passé jusqu'à présent avec le cessez-le-feu et des difficultés qui l'entourent? Eh bien, il semble que ce soit l'administration Trump qui ait demandé un cessez-le-feu. Au départ, il demandait apparemment un cessez-le-feu de 45 jours. Et les Iraniens n'étaient pas intéressés par un quelconque cessez-le-feu, car ils insistent depuis le début de cette guerre sur le fait qu'ils veulent une paix permanente et souhaitent éliminer les causes du conflit. Il est également compréhensible que les Iraniens, puisque cette guerre leur a été imposée, veuillent profiter du fait que toute la nation s'est rassemblée derrière le gouvernement. Ils veulent utiliser ce moment pour éliminer non seulement les causes du conflit, mais aussi, il faut se rappeler qu'il y a plus de 120 ans que l'Iran subit le harcèlement des puissances coloniales occidentales. Et cela a empêché la société iranienne et son économie de se développer pleinement. Cela a également faussé le processus politique dans la mesure où, si votre pays est constamment assiégé, le pouvoir politique doit être plus répressif qu'il ne le serait normalement, car il faut sans cesse faire face à des ennemis internes et externes, des menaces pour la société, des risques de terreur, de sabotage, de renversement, de révolution de couleur, et ainsi de suite. Cela exige donc une certaine vigilance, qui finit par entraîner des restrictions à la liberté. Et ces restrictions deviennent finalement des freins à l'initiative économique, à l'innovation, au développement, à la participation au commerce avec d'autres nations, etc. Car toutes ces activités peuvent finir par constituer des ouvertures à une menace. Et donc, ce moment pourrait être extrêmement important pour le gouvernement iranien. C'est pourquoi je pense qu'il ne peut pas reculer et ne peut pas permettre un retour au statu quo. Il est facile d'imaginer qu'un cessez-le-feu de 45 jours pour les Américains et les Israéliens serait une pause bienvenue. Cela leur permettrait de se regrouper, de se réarmer et de ramener davantage de leurs missiles intercepteurs et de tout ce dont ils ont besoin pour relancer leur attaque contre l'Iran. Mais ce n'est pas une bonne chose pour l'Iran. Il est donc évident pourquoi il serait réticent et pourquoi le camp américain serait pressé. Hier, j'ai écrit à ce sujet dans mon rapport. Alors que je rédigeais mon rapport et que j'examinais certains aspects particuliers de la situation, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait très peu de chances que ce cessez-le-feu tienne. Avant d'envoyer mon rapport, je suis allé sur X pour voir les derniers développements. Et déjà, environ 12 heures après l'annonce du cessez-le-feu, nous l'avons vu s'effondrer. Les Israéliens ont déclaré « Non, nous ne reconnaissons pas le cessez-le-feu en ce qui concerne le Liban. » Et ils ont lancé une vaste campagne de bombardement contre Beyrouth. Les Américains ont commencé à tergiverser, disant des choses comme « Non, ce ne sont pas les 10 points iraniens, ce sont nos 15 points. Et personne n'a jamais mentionné le Liban. Nous ne savons pas de quoi parlent les Iraniens. » Et ainsi de suite. Nous verrons bien ce qui se passera. Mais je pense que ce cessez-le-feu est extrêmement fragile. Nous savons que les Américains sont largement incapables de respecter leurs engagements, qu'ils rompent toute promesse dès que cela devient opportun pour eux. Ne parlons même pas d'Israël, ils font simplement ce qu'ils veulent.
peu importe ce que les autres en pensent. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. En ce moment, si l'on suit l'actualité au jour le jour, on pourrait croire que ce conflit concerne le programme nucléaire de l'Iran, ses missiles balistiques, le régime répressif des religieux fanatiques à Téhéran, la liberté des femmes et des filles en Iran, et toutes ces choses. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tout cela n'est que prétexte. La cause fondamentale du conflit nous ramène à la géopolitique de l'Empire et à son impératif de dominer le continent eurasiatique. Depuis des décennies, l'Iran constitue l'un des principaux obstacles à l'hégémonie de l'Empire sur l'Asie occidentale. Il salive donc à l'idée d'un changement de régime. Installer un gouvernement fantoche à Téhéran, comme ils l'ont fait dans d'autres pays arabes, afin que la richesse de l'Iran devienne leur garantie. Il faut se rappeler que l'Iran est considéré comme la 5e ou 6e nation la plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Le pays compte plus de 92 millions d'habitants, ce qui n'est pas négligeable, car toutes ces ressources ne vont pas s'extraire toutes seules. Il faut réduire en esclavage une grande partie de la population pour faire cela. Et vous savez, quand je dis réduire en esclavage, bien sûr en Occident on parle de créer des emplois, mais en général ce ne sont pas des emplois très bien rémunérés, et les pays colonisés sont rarement prospères ou riches. Ensuite, l'Iran est un élément majeur qui permet l'expansion de cette hégémonie vers d'autres parties du continent eurasiatique. C'est la raison ultime et fondamentale du désir occidental de changer le régime en Iran. Et cela ne changera pas. Peu importe si le gouvernement actuel en Iran abandonne son programme nucléaire, renonce à son programme de missiles, autorise toutes les femmes d'Iran à ouvrir des comptes OnlyFans et à porter des mini-jupes. Même si l'Iran cédait sur tous ces points, cela ne changerait toujours pas la situation. Ils voudraient toujours un changement de régime, ou bien ils voudraient que le gouvernement se soumette complètement au diktat occidental. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, par exemple, si l'Iran voulait avoir un programme nucléaire pacifique pour produire de l'électricité, le gouvernement devrait attribuer ses contrats, disons, à Westinghouse. Ensuite, Westinghouse construirait les centrales nucléaires. Aucun problème. Sauf que chaque kilowattheure d'électricité nucléaire produit par Westinghouse coûterait 5 fois plus cher qu'une centrale similaire construite par les Chinois. C'est un fait. Mais cela n'a aucune importance. Westinghouse financerait la construction de ces centrales électriques grâce à des prêts contractés auprès de JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et d'autres institutions financières similaires. Cela signifierait que le remboursement de ces prêts proviendrait en fin de compte des poches du peuple iranien. Ainsi, le prix qu'il paie pour l'électricité, dont personne en Occident ne se soucie de savoir s'il est compétitif ou non, importe peu, tant que la richesse de l'Iran est extraite vers l'ouest, vers la City de Londres ou Wall Street. C'est la cause ultime de la guerre. Et cela nous ramène au slogan selon lequel « toutes les guerres sont des guerres de banquiers ». C'est littéralement la vérité. C'est la motivation fondamentale des guerres que nous voyons, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre la Russie, et dans un avenir proche, probablement, si l'Iran tombe, contre la Chine. Alex, lorsqu'il s'agit de se concentrer un peu sur les détails de ce qui se passe avec le cessez-le-feu, tu as mentionné qu'il y a actuellement plusieurs points négatifs à ce sujet. L'un d'eux concerne le cas du Liban. D'abord, on a dit que le Liban allait en faire partie. Puis J.D. Vance, même J.D. Vance hier, a déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu de la part des Iraniens. Mais en réalité, comme tu peux le voir, le New York Times a rapporté que le texte publié par le Premier ministre pakistanais avait été rédigé, géré et façonné
par des personnes à Washington. Et il ne s'agit pas seulement de regarder cela. Et il a mentionné dans ce tweet que cela concernait le Liban et d'autres endroits, pas seulement le Liban. Et regardez ça, n'est-ce pas? Il est écrit « Brouillon, message du Premier ministre pakistanais sur X ». Il a essentiellement copié-collé le même message qu'il avait reçu de Washington. C'est incroyable. Vous voyez J.D. Vance essayer de... Eh bien, je ne sais pas quelle est sa compréhension des négociations avec les Iraniens, car ils n'ont pas un bon passé en la matière. Ils ont attaqué l'Iran 2 fois, tout en négociant avec eux. Et maintenant, il essaie de faire la même chose. Comment voyez-vous la manière dont ils essaient de défendre leur position avant même que les négociations n'aient lieu au Pakistan? Eh bien, si je voulais faire preuve de bienveillance envers l'administration Trump, ce à quoi je ne suis pas vraiment enclin depuis le 28 février, je pourrais dire qu'ils doivent présenter la situation d'une manière qui ne ressemble pas à une défaite stratégique. Ils doivent donc faire semblant d'imposer les conditions, de définir le cadre des négociations, de faire croire que les Iraniens ont accepté ce cessez-le-feu parce qu'ils le demandaient désespérément, et ainsi de suite. Parce que si ce que dit le Premier ministre pakistanais était vrai, cela rendrait évident que c'est l'inverse, que les États-Unis sont les demandeurs et que les Iraniens dictent les conditions. J.D. Vance doit donc évidemment rester aligné sur la communication de l'administration. Et cela, malheureusement, montre très clairement qu'ils sont en train de tromper le public. Mais dans l'ensemble, je pense que cela abaisse les attentes de tout le monde concernant ces négociations. Je pense que les Iraniens, pour l'histoire, doivent faire tous les gestes de bonne volonté possibles pour montrer qu'ils sont prêts à mettre fin aux hostilités, si cela est possible. Ainsi, lorsque l'histoire de cet épisode sera écrite, personne ne pourra dire « Non, en réalité, les Iraniens voulaient la guerre, ils la favorisaient, ils étaient complètement fermés à toute initiative de paix. Ils doivent mener les négociations jusqu'au bout. Ils doivent atteindre le point où la responsabilité du résultat peut clairement être attribuée à leurs adversaires. Et ensuite, le conflit continue. Malheureusement, je pense qu'il continuera, car l'Occident n'abandonnera pas ses rêves d'hégémonie sur la région, et il fera tout ce qu'il peut pour affaiblir, saboter et renverser le gouvernement iranien. Oui, je pense, Alex, que ce qui s'est passé est le suivant. Hier, nous avons appris que l'Iran allait lancer une attaque à la suite de cette frappe massive contre le Liban. Ils ont tué de nombreux civils, des enfants d'ailleurs. Mais l'Iran avait décidé d'attaquer la nuit dernière. Puis, au dernier moment, ils ont choisi de ne pas aller jusqu'au bout, car ils veulent encore voir s'il est possible de résoudre les choses par des négociations avec les États-Unis, avec J.D. Vance. Ne penses-tu pas que J.D. Vance a tout à perdre dans cette partie? Il tient une main perdante en ce moment. Il n'a pas l'opportunité de 2028, mais il pourrait y remédier. Il pourrait changer le cours des choses, tout changer pour son avenir. Et comment vois-tu J.D. Vance en tant que vice-président des États-Unis? Allons-nous voir, comme notre ami John Elmer l'a dit, la faction chrétienne exerçait d'une manière ou d'une autre une certaine influence sur la faction juive à Washington? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas de grandes attentes. J.D. Vance nous a été présenté comme le bon gars de l'administration Trump. Il a prononcé de très beaux discours, notamment sur des valeurs comme la liberté d'expression et la liberté en général. Il a réprimandé des dirigeants européens pour avoir porté atteinte aux droits civiques et à la liberté d'expression, et ainsi de suite. Tout cela paraissait très bien, mais il faut reconnaître que les États-Unis constituent une faction chrétienne.
Le pays tout entier est une faction chrétienne. Néanmoins, ils se sont révélés complètement soumis au projet sioniste. Et il ne semble exister aucune faction politique suffisamment forte pour vraiment affirmer le principe de l'Amérique d'abord. Quand les choses se corsent, c'est toujours Israël d'abord. J'ai été assez choqué il y a quelques semaines. Je regardais une vidéo sur YouTube, ou peut-être sur une autre plateforme de médias sociaux, où un journaliste indépendant est allé au Congrès américain, a parcouru les couloirs et a demandé au hasard aux membres du Congrès et à leurs collaborateurs « L'Amérique d'abord ou Israël d'abord ?» Et pas un seul d'entre eux n'a répondu « L'Amérique d'abord ». L'un d'eux a même dit « Israël d'abord », mais aucun n'a voulu dire sans équivoque « l'Amérique d'abord ». Je veux dire, ils sont censés représenter le peuple américain, mais il semble qu'il y ait une telle crainte d'Israël, de l'AIPAC et des intérêts israéliens au Capitole que personne n'ose même dire « l'Amérique d'abord ». Et ensuite, on voit que lorsque Benjamin Netanyahou vient au Congrès américain et prononce un discours, peu importe ce qu'il dit, ils lui offrent tous une centaine d'ovations debout. C'est en fait assez surprenant. Je ne pense pas que J.D. Vance soit en aucune façon exempté de cela. Et je ne vois pas comment ce projet sioniste pourrait échouer, sauf par la force, en étant détruit par des moyens militaires. Je pense que la seule force militaire capable de le faire est l'Iran. Et vous savez, nous allons le découvrir, car je pense que l'Iran n'a pas encore abattu toutes ses cartes, loin de là. Je pense que l'axe de la résistance a été ranimé. Il est aujourd'hui plus fort qu'il ne l'a été par le passé, et cette vague prend de l'ampleur. Nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer, mais toutes ces atrocités commises par Israël ont un effet. Vous savez, il y a toujours une réaction à chaque action. Quand on pousse des gens désespérés suffisamment dans un coin, ils finissent par riposter, et je pense que cela va arriver. Israël est un très petit pays. Il compte 8 ou 9 millions d'habitants, dont seulement environ la moitié sont juifs. Et il est entouré de centaines de millions de musulmans. Cela semble extrêmement mauvais. Israël dépend entièrement, à 100%, de ses alliés occidentaux pour sa sécurité, les États-Unis, l'OTAN, la Grande-Bretagne. Et nous voyons ces puissances se révéler être des tigres de papier. Je veux dire, l'avenir ne s'annonce pas bon pour Israël. Je ne vois aucune lumière au bout de ce tunnel, à part, vous savez, un train qui arrive, une énorme catastrophe ferroviaire qui se dirige droit sur Israël. Ouais. Alex, le problème avec le cessez-le-feu, ou avec la poursuite de la guerre, c'est la manière dont Donald Trump et son administration vont gérer l'économie, car celle-ci est sous pression à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Et la réalité ne va pas changer. Tu sais, hier, quand Israël a attaqué le Liban, l'Iran a déclaré que le détroit était à nouveau fermé. C'est une énorme source de levier pour les Iraniens lorsqu'il s'agit de faire pression sur Donald Trump et les pays du CCG. Et cela ne va pas disparaître du paysage, ni des calculs. Alors, comment cela va-t-il se passer pour Donald Trump s'il décide de ne pas négocier de bonne foi, mais plutôt d'essayer de tromper les gens ou de faire traîner le conflit et de poursuivre la guerre? Ça ne va certainement pas bien se passer. Je pense qu'il y a 100% de probabilité que les États-Unis, ainsi que d'autres pays occidentaux, soient confrontés à une grave crise de stagflation, c'est-à-dire une stagnation économique accompagnée d'une hausse de l'inflation des prix. Et, vous savez, cela pourrait devenir une crise très, très grave. Peut-être que les États-Unis ont un peu plus de marge de manœuvre pour organiser un atterrissage en douceur, mais pour les économies de l'Europe, de la Grande-Bretagne, du Japon et probablement de la Corée du Sud, la crise sera très sévère.
Et l'inflation, je pense qu'il n'y a aucun moyen de l'éviter. Je pense que la fermeture du détroit d'Ormuz n'est qu'un catalyseur qui va accélérer ces tendances. Mais la véritable cause de cette inflation, c'est le fardeau des dettes impayables dans lequel toutes les économies occidentales sont en train de sombrer. Les États-Unis ont une dette publique nationale qui approche les 40 000 milliards de dollars. Et cela ne concerne que la dette du gouvernement fédéral. Si l'on ajoute les dettes des gouvernements des États et des collectivités locales, puis les dettes privées, ménages, entreprises, institutions financières, on dépasse les 120 000 milliards de dollars. C'est une somme absurde. Elle est totalement impayable. Cela oblige le gouvernement et les autorités monétaires, la Réserve fédérale, à garantir les mauvaises dettes, car la plupart de ces dettes ne seront jamais remboursées. Ils doivent les soutenir avec de l'argent créé à partir de rien, ce qui signifie qu'ils doivent essentiellement monétiser la dette. Cela veut dire qu'il faut imprimer toujours plus d'argent pour combler tous ces trous. Et à chaque dollar créé à partir de rien, on dilue le pouvoir d'achat des dollars déjà en circulation. Avec le temps, on détruit la monnaie. On peut sentir que les membres de l'administration Trump sont très conscients de ce problème, car Trump parle déjà de la nécessité de changer complètement la base monétaire de l'économie, qu'il faut passer aux crypto-monnaies, que le dollar doit être retiré de la circulation, et ainsi de suite. Parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'une vulnérabilité majeure. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est que le dollar sera retiré de la circulation et qu'une nouvelle monnaie différente le remplacera. Ensuite, il est probable que de nombreux investisseurs et détenteurs d'obligations devront subir une lourde perte, c'est-à-dire qu'ils perdront une grande partie de leur richesse. Le jeu redémarre à partir d'une page blanche, ce qui signifie que la nouvelle monnaie pourrait entrer en circulation sans dette ou avec beaucoup moins de dettes associées. On entre alors dans une nouvelle période où l'on peut relancer des cycles de crédit et, espérons-le, revitaliser l'économie, réparer les infrastructures, réindustrialiser le pays, et ainsi de suite. Je pense donc que c'est là, dans les grandes lignes, le programme de l'administration Trump. Je ne peux pas vous dire quel est le programme des gouvernements européens ou du gouvernement britannique, car il me semble que tout ce qu'ils font ne fait qu'aggraver les choses. Et je crois que leur seul plan, c'est la guerre. Ils parlent de compétitivité. Keir Starmer, de temps en temps, parle de mettre plus d'argent dans les poches des Britanniques. Mais tout ce qu'il fait, c'est en retirer davantage. Et maintenant, il y a de plus en plus de tensions sociales qui vont éclater, qui vont se transformer en soulèvements sociaux. Et puis, vous savez, si vous écoutez les spécialistes, ils disent qu'une guerre civile en Europe est inévitable à ce stade. Comment cela peut-il arriver? Je ne sais pas. Mais ce genre de choses a tendance à se produire à des moments imprévisibles, parfois pour des raisons que personne n'aurait pu prévoir. Vous savez, une église brûle ou un élève meurt dans une école pour une raison stupide, et alors le mécontentement déborde et il n'y a plus de retour en arrière possible. Cela devient comme une avalanche et rien ne peut l'arrêter. Nous sommes donc, malheureusement, en terrain inconnu. Ce que l'on peut prédire aujourd'hui avec certitude, c'est la stagflation, une stagnation économique accompagnée d'une hausse de l'inflation. Et vous savez, si l'on remonte à Lénine, il disait qu'il n'existe pas de moyen plus sûr de détruire les fondements d'une société que par l'inflation. Ce n'est pas une citation exacte, mais c'est assez proche. Et au moins sur ce point, Lénine avait tout à fait raison. Si l'on regarde en arrière, vers 1991,
et la manière dont les choses se sont déroulées en Union soviétique, ou vers 1922 dans la République de Weimar en Allemagne, on peut percevoir l'effondrement social qui nous attend. Et je ne pense pas qu'il soit possible d'éviter cette issue. Il y a beaucoup à apprendre, Alex, du conflit en Ukraine, de la guerre en Ukraine et de la guerre au Moyen-Orient. Parce que chaque fois que les États-Unis s'impliquent militairement, qu'ils interviennent et combattent, cela finit toujours par provoquer un changement radical, créant de nouveaux problèmes pour les États-Unis à long terme. La guerre en Ukraine a été la même chose, et c'est, je pense, un énorme problème pour les États-Unis aujourd'hui. Et la guerre qui se déroule actuellement au Moyen-Orient avec l'Iran, il n'y avait aucun problème dans le détroit d'Ormuz avant le début de cette guerre. En ce moment, tout le monde parle du détroit d'Ormuz. C'est ça, le vrai problème en ce moment. Qui a créé ce problème? Ce sont les États-Unis. L'Iran ne parlait pas du détroit d'Ormuz avant le début de cette guerre. Oui. Donc c'est un problème que les États-Unis se créent eux-mêmes. Ce n'est pas un problème causé par la Russie, ni un problème que l'Iran essaye de provoquer. Et une partie de ce qui se passe concerne la manière dont les États-Unis se perçoivent au fil du temps. Les personnes qui ont voté pour Donald Trump ne voulaient pas de cela. Elles ne voulaient pas d'un autre cas comme l'Ukraine. C'est pourquoi on voit Tucker Carlson demander « Et le peuple américain? Et ce qui se passe ici aux États-Unis ?» Voilà ce que Tucker Carlson a dit, Alex. Ainsi, tout dirigeant dont l'attention se porte vers l'extérieur plutôt que sur son propre pays sera un mauvais dirigeant. Et c'est là le problème fondamental du maintien d'un empire mondial. On ne trouvera jamais un dirigeant, on ne trouvera jamais un président américain plus intéressé par le gouvernement de l'Amérique que par celui du monde. Et honnêtement, le seriez-vous? Quel poste préféreriez-vous? Roi du monde, roi du monde, colosse, debout, dominant tout. Je suis le roi du monde. Je prends toutes les décisions. Je vais anéantir votre civilisation dès le petit déjeuner. Je vais renverser ton économie à l'heure du déjeuner. Et ce soir, nous pourrions avoir l'opération Obscurité éternelle. Je veux dire, il y a quelque chose qui séduit le mégalomane en chacun d'eux. Ce n'est pas seulement celui-ci, c'est tous les autres aussi. C'est irrésistible pour les dirigeants. Je dirige le monde. En revanche, diriger l'Amérique, c'est difficile et désordonné. Et tu connais beaucoup de gens. Tu vas les mettre en colère. Tu pars en guerre contre les Houthis. Les gens ne savent pas ce qu'est un Houthi. Ils ne rencontreront jamais un Houthi. Cela ne te coûte absolument rien. Je pense que cela montre que les États-Unis, en tant qu'empire, ont atteint leurs limites. Nous l'avons vu avec la dernière opération sur le sol iranien, où ils ont essayé de faire croire qu'il s'agissait d'un immense succès en Iran, que c'était, vous savez, pour sauver l'un des pilotes d'un F-15E. Mais nous savons que ce n'était pas le cas. C'était autre chose. Et cela montre les limites de l'Empire américain. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Oui, absolument. Je pense que les commentaires de Tucker sont très bons, très concis à ce sujet. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Vous voyez, le fait est que les empires ont toujours leurs limites, n'est-ce pas? Nous avons une longue histoire montrant que ça a toujours été le cas. Et ils finissent toujours par s'effondrer. La raison de leur effondrement, c'est que les avantages de l'Empire, pour ses intérêts établis, sont toujours largement dépassés par les coûts de son maintien pour l'ensemble de la société, de, disons, la puissance impériale sur laquelle ses intérêts reposent. C'est donc quelque chose de bien connu.
Et en ce qui concerne le soi-disant empire américain d'aujourd'hui, cela a été bien compris par, disons, des personnes sobres et compétentes au sein du gouvernement américain. C'est pourquoi nous savons, grâce à des gens comme Wesley Clark, qu'un changement de régime en Iran était prévu pour 2006. L'idée était de renverser le régime iranien au cours de cette année-là. Mais personne n'a osé le faire, car, d'après de nombreux rapports, évaluations et analyses de la situation au Moyen-Orient, ils comprenaient que la probabilité de vaincre l'Iran ou de changer son régime était très très faible et aurait probablement des conséquences catastrophiques. En fait, sachant tout cela, c'est pourquoi j'étais convaincu, presque jusqu'à la toute fin, que Trump n'oserait jamais appuyer sur la gâchette, car cela semblait incroyablement stupide. Très peu d'avantages, très peu de potentiel de réussite et d'énormes risques, avec des conséquences que l'on ne pouvait même pas imaginer, car elles allaient inévitablement s'accumuler, croître et se renforcer. Néanmoins, il y est allé et l'a fait. Et donc, étant donné que tout cela était connu avant les événements, et je veux dire, même le général Mackenzie, l'ancien commandant du CENTCOM, il a rédigé un rapport, je crois quelques semaines ou mois avant la guerre avec l'Iran, disant que nous étions très très vulnérables. La manière dont nous avons réparti géographiquement nos bases militaires nous rend extrêmement vulnérables aux contre-attaques iraniennes. Pensez-vous que les Iraniens n'étaient pas au courant de cela? Que la première chose qu'ils feraient ne serait pas de tirer parti de toutes ces vulnérabilités et de punir leurs attaquants, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Tout cela était prévisible. Tout cela aurait pu être prévu. Et l'a été. Mais malgré tout, Trump est allé de l'avant et a appuyé sur la gâchette. Et si ce n'avait pas été Trump, cela aurait été Kamala Harris, Hillary Clinton, J.D. Vance, peu importe, qui que ce soit. Alors, la question que nous devons nous poser est la suivante. Quels sont les incitatifs qui rendent cet effondrement impérial possible, presque inévitable? Autrement dit, les personnes les plus proches des leviers du pouvoir dans l'Empire n'hésiteront pas à détruire complètement leur nation hôte afin de tenter d'atteindre leurs objectifs impériaux, même lorsque leurs chances de réussite sont extrêmement faibles. La seule réponse que je peux offrir, c'est que ces intérêts établis sont les grandes familles bancaires, qui agissent ainsi parce que leur système financier est en train de s'effondrer sur lui-même et s'écroulera à moins qu'elles ne parviennent à obtenir le contrôle politique de nouvelles colonies pour y puiser de l'argent frais et de bonnes garanties afin de maintenir en vie leur système monétaire frauduleux, fondé sur un schéma de Ponzi. Et donc, vous savez, elles sont assez riches, assez puissantes pour acheter tous les politiciens qui sont censés représenter le peuple dans une démocratie. Elles sont capables de racheter toutes les entreprises médiatiques. Et nous venons tout juste de voir cela se produire très récemment avec, vous savez, Larry Ellison et d'autres milliardaires sionistes se précipitant pour acheter TikTok, CBS News et je ne sais quoi d'autre, afin de façonner le récit, pour tromper les nations hôtes et les amener à soutenir leur programme. Et ensuite, le résultat, au final, vous savez, si vous réussissez avec l'Ukraine, très bien, passez à la cible suivante. Si vous réussissez avec la Russie, très bien, passez à la suivante. L'Iran, prochaine cible. La Chine. Eh bien, toutes ces aventures militaires affaiblissent peu à peu l'Empire. Et alors, il faut compter sur des forces par procuration. Et ces forces par procuration sont des mercenaires. Ils n'ont aucune loyauté envers vous. Quelqu'un peut leur offrir plus d'argent et ils se retourneront contre vous tout aussi facilement. Finalement, la puissance impériale se casse les dents et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière possible.
Je pense que l'empire occidental américain actuel a atteint ce moment avec l'Iran, comme beaucoup d'empires avant lui. L'Iran est connu comme le cimetière des empires, et je crois que nous assistons aujourd'hui à ce déroulement de l'histoire en temps réel. Seul un miracle pourrait rendre aux États-Unis le niveau d'influence en Asie occidentale qu'ils avaient le 28 février. Mais je pense que l'issue finale sera l'expulsion complète, non seulement des États-Unis, mais aussi des autres intérêts occidentaux de l'Asie occidentale. La décision des États-Unis, je pense, Alex, si on simplifie les choses, c'est un sujet immense, tu sais. Mais si on le simplifie, cela revient à l'expansion de l'Empire américain. En Eurasie, au Moyen-Orient, en Asie occidentale. Ou plutôt à l'abandon de ce type d'agenda. L'abandon de l'agenda expansionniste. L'abandon de l'agenda d'Israël qui cherche à dominer toute la région, depuis son territoire jusqu'aux frontières de l'Iran. C'est un territoire immense quand on regarde l'agenda du côté israélien. Je ne vois pas Donald Trump ni personne aux États-Unis pouvoir faire quoi que ce soit à ce sujet. Mais après tout, comment voyez-vous leurs décisions? Vont-ils changer de cap? Vont-ils changer? Parce que la domination du dollar s'estompe. Elle n'existe tout simplement plus. Et Donald Trump le sait, et il essaie de faire tout ce qu'il peut pour atténuer l'impact de ces guerres sur la puissance du dollar. S'il veut aller dans cette direction, il doit comprendre l'agenda. Il doit changer de cap. Voyez-vous ça se produire? Non, malheureusement. Je pense que pour que cela se produise, il faudrait priver de leur influence ces intérêts très puissants qui déterminent en fin de compte la politique étrangère des États-Unis. Vous savez, ce sont les mêmes intérêts qui font que l'ensemble du Congrès américain tremble de peur devant les sionistes, au point de ne pas oser dire « l'Amérique d'abord ». D'une manière ou d'une autre, ils bénéficient d'une impunité totale dans la société américaine. Ils ne peuvent être tenus responsables de rien. Nous avons vu que l'un de ces banquiers, ce n'est qu'un banquier issu de la classe managériale, Jess Staley, a été mentionné dans les dossiers Epstein avec des éléments compromettants qui devraient au minimum justifier une enquête à son encontre. Et vous savez, dans une société aussi procédurière que les États-Unis, il devrait y avoir une avalanche de procès contre lui. Mais évidemment, c'est un homme libre. Il n'a rien à craindre. Nous avons aussi vu qu'en 2012, HSBC s'est fait prendre à blanchir près de 900 millions de dollars pour le cartel de Sinaloa au Mexique. Ils ont eu une amende dérisoire pour ça. Vous savez, ils se sont fait attraper, c'était prouvé. Il a même été prouvé qu'une partie de cet argent avait servi à financer des organisations terroristes dans d'autres régions du monde. Ils ont eu une amende symbolique qui représentait quelque chose entre 2 et 5% de leurs revenus de 2012. Personne n'est allé en prison, même si, selon les lois américaines, je pense qu'une trentaine de cadres dirigeants de HSBC aux États-Unis auraient dû être incarcérés. Personne ne l'a été. La banque a pu dicter son propre accord de poursuite différée avec le département de la justice sous Obama, Eric Holder. Et toute l'affaire a été oubliée. Ils ont obtenu un sursis de 5 ans, pendant lequel ils étaient censés ne violer aucune loi, puis tout serait réglé, et tout le monde vivrait heureux pour toujours. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils jouissent donc d'une impunité totale. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils continuent à faire tout ce qu'ils veulent. Ils gèrent toutes sortes de crimes organisés à travers le monde. Pas seulement les cartels mexicains, mais pratiquement tous. Et c'est ce pouvoir-là qui fait trembler toute la classe politique de peur. Il faudrait d'une manière ou d'une autre les priver de leur influence. Et pour cela, il faudrait complètement refondre le système monétaire,
afin de le transformer, de sorte qu'ils ne puissent plus devenir la force dominante dans la société, ce qu'ils sont actuellement. To become the dominant force in society, which they are. And I was sincerely Et j'étais sincèrement plein d'espoir que Donald Trump et son gouvernement commenceraient au moins le processus de les priver de leur pouvoir électoral, qu'ils commenceraient à traduire la criminalité en col blanc en justice. Et puis, vous savez, puisque le dollar américain finira par s'effondrer, c'est un fait mathématique, ils profiteraient de l'occasion pour changer le système. Vous savez, c'est faisable, cela a déjà été fait, mais cela demande beaucoup de volonté politique et beaucoup de capital politique. Et je ne vois pas cela aux États-Unis. Je ne vois pas d'où cela pourrait venir. Nous avons eu un exemple en Russie. Lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, la Russie était complètement dominée par un groupe de 7 banquiers. On appelait cela la semi-bankirshchina. a group of 7 bankers. It was called Sembankirshchina. These were like the 7 dominant oligarchs. C'étaient les 7 oligarques dominants qui dirigeaient la société russe et avaient pratiquement détruit le pays. Ils auraient été les gardiens idéaux d'une société au service des intérêts occidentaux. Si un tel type d'oligarchie pouvait être installé au pouvoir à Téhéran, ils auraient gagné la partie. Au moment où Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, le salaire moyen en Russie était littéralement d'environ $56 par mois. On peut parler d'un asservissement de la population. Mais très tôt dans sa présidence, Poutine a réuni tous ses oligarques et leur a dit « Nouvelles règles du jeu. Vous pouvez garder vos entreprises, continuer à les diriger et en tirer profit, mais vous devez payer correctement vos impôts, traiter vos employés convenablement et rester en dehors de la politique. » Autrement dit, tu t'occupes des affaires, je m'occupe de la politique. Et puis, tu sais, Poutine est responsable devant le peuple. Les oligarques, eux, ne répondent qu'à eux-mêmes. Donc tu vois, cette transition a été difficile. Il y a eu de nombreux procès où ces oligarques ont tenté de contester le gouvernement. Ils ont tous perdu. L'un d'eux, Mikhail Khodorkovsky, qui représentait les intérêts de Rothschild en Russie, a fini en prison pendant 9 ans. La peine n'était pas liée à ses véritables crimes, qui comprenaient le meurtre. Elle concernait l'évasion fiscale. Mais peu importe, tu sais, Al Capone a été emprisonné pour évasion fiscale, mais il a été mis hors d'état de nuire. Et c'était le signal envoyé à tous les autres oligarques. Écoutez les amis, nous le pensons vraiment. Occupez-vous de vos affaires, profitez de la vie, mais tenez-vous à l'écart de la politique. Et au bout d'un moment, ces oligarques ont dû se faire à l'idée qu'ils ne dirigent pas le pays. Ils sont riches, ils peuvent profiter de la vie, ils peuvent faire toutes sortes de choses avec leur fortune, mais ils ne peuvent pas diriger le pays. Ce genre de transition est donc nécessaire pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, pour l'Europe occidentale. Mais je ne vois pas d'où pourrait venir le capital politique nécessaire à une telle transition. Encore une fois, vous savez, j'étais très optimiste à propos de l'administration Trump, car il bénéficiait d'un immense soutien populaire. Il tenait le bon discours au début. Il a même explicitement déclaré dans l'un de ses discours de campagne. Il a appelé le peuple à le rejoindre je ne me souviens plus de la citation exacte, mais c'était exactement ce qu'il fallait. Il disait quelque chose comme « Rejoignez-moi dans la bataille finale contre l'oligarchie financière » ou quelque chose dans ce genre. C'était exactement le bon message. Et je me suis dit, très bien, le fait qu'il ait dit cela me montre qu'il comprend la source du problème et qu'il s'y attaquera s'il devient président. Mais je pense qu'avec l'attaque contre l'Iran, il s'est irrémédiablement compromis. Il a mis en péril tout le reste qu'il aurait pu changer. Et il s'est rendu passible de destitution. Passible d'une destitution qui, à ce stade, serait une formalité. Ce n'est pas l'un de ces paris improbables qu'ils ont tentés entre 2017 et 2025.
between 2017 and 2025, now he's at law a war criminal. Désormais, il est juridiquement un criminel de guerre. Et cela signifie que tout ce qu'il a pu essayer de faire, même s'il le faisait sincèrement, est maintenant compromis et probablement hors de portée. Avec cette attaque contre l'Iran, il a complètement gaspillé presque tout son capital politique. Almost all of his political capital. Alex, where do you see Europe as time goes Alex, by with comment vois-tu l'Europe évoluer avec le temps? Tu sais, ce qui se passe au Moyen-Orient montre que les bombes nucléaires ne sont plus vraiment des éléments décisifs. La Russie l'avait déjà démontré avec le missile Kinzhal, une arme conventionnelle qui peut être utilisée sans provoquer de pertes massives sur un champ de bataille, même si quelque chose tourne mal, comme dans le cas de l'Ukraine. Et la Russie n'a aucun intérêt à étendre la guerre aux Européens. Tout le monde le sait. Peu importe la manière dont l'Europe essaye de présenter la Russie, comme si elle allait marcher sur Berlin ou quelque chose du genre. Et la même chose se produit au Moyen-Orient. And the same is happening in the Middle East. American bases didn't save, Les bases américaines n'ont pas sauvé ces pays. these are the facts on the ground. Ce sont les faits sur le terrain. Quel est le résultat de ce qui s'est passé jusqu'à présent pour les Européens au fil du temps? Nous avons vu le Premier ministre espagnol, c'est bien le Premier ministre, n'est-ce pas, adopter une bonne position de son côté en ce qui concerne le Moyen-Orient. Mais nous n'avons pas vu cela dans le cas de l'Ukraine. Ils doivent comprendre quel serait leur calcul à mesure que le temps passe, sans les États-Unis, à mon avis. As time goes by without the United States, in my opinion. Yeah, I don't think we should look at Spain. Oui, je ne pense pas qu'il faille regarder l'Espagne en se disant qu'elle est d'une certaine manière exemptée de tout cet agenda occidental. Pedro Sánchez tient les bons discours concernant Israël, l'Iran et la région plus large de l'Asie de l'Ouest, ce qui renforce sa popularité dans son pays. Mais en même temps, son gouvernement a été très actif dans la mise en œuvre de tout l'agenda des objectifs de durabilité, du wokisme et sur l'Ukraine, en envoyant tous les mauvais signaux. Donc cela n'a pas vraiment de sens. Je pense que c'est une question très importante pour le peuple espagnol, comme elle l'est pour la plupart des gens dans le monde. Disons donc que c'est pour lui une manière facile de renforcer son soutien public. Je ne lui ferai pas confiance au-delà de ça, tout comme je ne ferai confiance à pratiquement aucun des dirigeants européens, y compris Viktor Orban. Vous savez, Orban a réussi à défendre la Hongrie contre le wokisme, contre l'immigration incontrôlée, et ainsi de suite. Mais en même temps, il a été l'un des plus fervents soutiens d'Israël et il n'a pas eu grand-chose à dire sur le génocide commis par Israël à Gaza. Alors encore une fois, on se demande, pourquoi en est-il ainsi? Comment cela peut-il être? Pourquoi être du bon côté d'une ligne de fracture sur un sujet, mais du mauvais côté de cette même ligne sur un autre? Je n'ai pas énormément de foi, mais je pense que l'Union européenne se dirige inévitablement vers la désintégration. Ce n'est qu'une question de temps. En fait, la Hongrie pourrait bien être le catalyseur de cette désintégration, car des élections hongroises approchent très bientôt, et il semble que l'Union européenne, de concert avec les services de renseignement ukrainiens, ait beaucoup fait pour saper l'intégrité du processus électoral hongrois. Cela aura ses conséquences, ses implications et ses effets. De plus en plus de pays en Europe sont profondément mécontents du pouvoir incontrôlé que Bruxelles exerce sur eux. Le système de gouvernance est presque exactement le même que celui qui dominait l'Union soviétique avant 1991, et je pense qu'il se terminera de la même manière. Vous avez des bureaucrates non élus qui rédigent des lois qui, pour la plupart, sont préparées par des lobbyistes secrets.
Ce sont des groupes juridiques dont nous ne savons presque rien. Nous ne savons littéralement pas qui rédige les lois de l'Union européenne. Le Parlement européen n'est guère plus qu'un club de débat où les députés européens gagnent de l'argent et réalisent leurs vidéos YouTube. Et les peuples d'Europe sont de plus en plus mécontents de la situation. Et donc, cela renforce évidemment le soutien aux factions politiques souverainistes, que l'on qualifie, vous savez, d'extrême droite ou de partis d'extrême droite, comme l'AfD, le Rassemblement national en France, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Ils veulent simplement que la souveraineté de leur nation soit rétablie. Ainsi, à un moment donné, cette faction pan-européenne entrera en conflit avec les factions souverainistes en Allemagne, en France, en Hongrie, en Pologne et dans d'autres pays. Je pense qu'au final, ce n'est qu'une question de temps avant que le camp soutenu par les gens ordinaires ne l'emporte. J'espère que cela ne passera pas par la violence, les révolutions ou les guerres civiles, mais il semble qu'à ce stade, ce soit aussi une possibilité très réelle. Autrement, l'avenir de l'Europe pourrait impliquer une guerre contre la Russie, car ce serait une façon pour Bruxelles et Strasbourg, enfin pour l'OTAN, de se rendre pertinente, de rassembler en quelque sorte tous ces pays contre un ennemi commun. Mais je pense qu'à ce stade, du moins, c'est peu probable, car je ne vois personne en Europe particulièrement inquiet à propos de la Russie. Je ne crois pas que les gens pensent vraiment que la Russie est sur le point d'envahir l'Europe. Donc toutes ces préparations de guerre devancent largement le récit. Le récit existe, mais il ne mobilise pas la population. Le troupeau ne se déplace pas dans la bonne direction. Seront-ils capables de faire bouger le troupeau dans la bonne direction? Ils essayent très fort. Ils instaurent une censure autoritaire et punissent très sévèrement les personnes qui présentent des points de vue divergents. Mais je ne sais pas, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, si ce génie peut être remis dans la bouteille de leur mécanisme de contrôle du récit. Radio, télévision, journaux. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais seulement que nous traversons une période de transition qui pourrait durer plusieurs années. Je n'ai aucune idée de combien de temps cela prendra. Mais cette période de transition pourrait être très très difficile. Pourtant, je m'attends à ce qu'une fois qu'elle sera terminée, nous ayons un avenir bien meilleur et de bien meilleures perspectives devant nous. Ouais, j'espère bien. Ouais, merci Alex. Thank you, Alex. Toujours un plaisir, Nima. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. À bientôt. Prends soin de toi. Au revoir.